que vous saviez que le seul et unique musée du papier peint se trouve ici, en Alsace, à Rixheim, près de Mulhouse? Je suis sûre que vous vous demandez ce qu'a de si extraordinaire un tel musée. Eh bien, Philippe l'a vu grandir depuis 30 ans et je vous assure que ses histoires sont passionnantes. Imaginez seulement le travail d'impression à la planche. Dans cette émission, je vous ferai aussi découvrir les trésors de la commanderie, ce bâtiment où se trouve le musée ainsi que l'actuelle mairie de Rixheim. Et pour commencer, nous nous mettrons au fourneau de Laurent qui mêle voyage et terroir à ces plats si délicieux. Jean-Paul, quant à lui, met des fleurs dans le potager. Du côté d'ici, à Rixheim, c'est tout de suite. Bonjour. Je vous embrasse. Nous voici sur le 7e continent avec comme chef Laurent qui est dans son petit jardin. Là, vous avez fait une tentative de potager, ça va pousser doucement. Tout doucement avec le temps. Décrivez-nous un peu votre univers parce qu'il y a de la nature, il y a des épices. Alors voilà, on a voulu regrouper un peu tout ce qu'on pouvait trouver sur la planète à un endroit. Alors les épices du monde. Et puis le côté nature, là on est dans le potager. Derrière il y a le biotope avec le côté un peu plus nature, plus brut. Quel genre de chef êtes-vous? Vous êtes un grand enfant? Oui, je crois, je pense, parce que je m'amuse encore beaucoup. Je m'amuse avec les produits de la nature, mais je m'amuse à faire découvrir des saveurs aux gens et à surprendre les gens. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà. Comment vous êtes tombé dans la cuisine? Jeune. Il paraît-il, depuis l'âge de 6 ans. À 6 ans, d'après les dires de ma mère, je faisais déjà des œufs à la neige. J'ai un vague souvenir et je me suis intéressé très rapidement à la cuisine. J'étais toujours dans ses bras quand elle faisait à manger. Ma maman a une formation de cuisine aussi, elle a fait une école hôtelière. Pour démarrer cette émission, on va tout de suite mettre la main à la pâte et on démarre avec des petits croustillants aux légumes. Alors là, les enfants et même les grands enfants vont se régaler. Ça part de quoi? Feuilles de briques? Alors on déroule les feuilles de briques, on met une fine feuille, moi j'ai choisi là de la viande de grison. Et puis après les légumes on les cuit, croquants. Et puis après on les roule, tout simplement. Et une fois qu'ils sont roulés, on les saisit dans une poêle ou à la plancha, si on a une plancha. Et on les passe 1 ou 2 minutes dans le four et après il suffit de les mettre sur des tiges et puis les piquer sur une planche. Voilà. Et alors ce qui est très rigolo, ce sont vos gambas qui sont habillées de nouilles chinoises. Alors voilà, ça c'est les pelotes comme les grands-mères elles faisaient. Donc c'est des nouilles chinoises qui sont trempées dans l'eau, tout simplement pour qu'elles se redétendent. Et après on les roule autour d'une gambasse qui est crue. Après on les fait frire, voilà. Voilà, ça va très très vite. Température de l'huile, le mieux c'est... Le minimum c'est 180 et le grand maximum c'est 200 degrés pour éviter de brûler les pâtes. Voilà. Alors goûtons ces petits croustillants aux légumes. Extraordinaire. Là on a 7 ans. 7 ans. Voilà. Alors puisqu'on est à Rixheim, il fallait qu'on vous parle du musée du papier peint. C'est d'ailleurs amusant parce que quand on arrive chez Laurent, on a l'impression de rentrer au musée du papier peint. Rien qu'avec la façade, vous vous en êtes inspiré? Oui, on s'en est inspiré avec François Zenner, le peintre qui a peint la façade. On est allé s'inspirer au musée du papier peint sur des panoramiques. Surtout, moi j'aime beaucoup le bleu et on recherchait un bleu outre-mer. Alors on est allé au musée du papier peint, ça tombait bien et on a trouvé notre bonheur. Qu'est-ce qui fascine dans ce papier peint? Qu'est-ce qui vous a plu? La vivacité du bleu. Voilà. Et puis les arabesques, les oiseaux. Et ça fait voyager? Et ça fait voyager. Les oiseaux sont là, sur la façade pour ça. C'est l'exotisme. Voilà. Et ça fait partie de cette histoire de Rixheim. Je vous emmène tout de suite dans ce musée du papier peint. On retrouve Laurent en fin d'émission pour la deuxième recette. Je vous en dis déjà un petit mot. Il s'agira de poissons au foin. Allez, à tout à l'heure, Laurent. Tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous embrasse. Elle est jolie votre maison. Très belle maison, oui. Bien décorée. Oui, musée du papier peint, donc vieille maison
d'Alsace, de Haute-Alsace, avec donc depuis 2 siècles consacrés au papier peint et depuis une trentaine d'années. Il fallait un musée du papier peint? Il fallait peut-être pas un musée du papier peint, mais c'était l'endroit où l'installer, hein, puisque le bâtiment, comme je vous le disais, là, est consacré à la fabrication du papier peint depuis 2 siècles, avec la manufacture Zuber, qui est installée depuis 1797 et qui est la plus ancienne entreprise existante au monde. Et qu'est-ce que vous racontez alors sur ce papier peint? On essaie depuis une trentaine d'années maintenant, on essaie de présenter à la fois la fabrication et le produit fini et son utilisation dans l'intérieur des maisons depuis que l'on pose du papier peint sur le mur. Vous m'apprenez? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein, une petite démo d'impression à la planche. Alors ça part d'une planche. Ça part d'une planche, la voilà. Un tampon. Sur lequel est gravé un motif, voilà, oui, il n'y a pas de problème, attention, hein, ça pèse un certain poids, avec un motif gravé en relief, sur lequel on met de la couleur, et le but, c'est de poser la planche au bon endroit sur le papier, dans la continuité du motif. Donc il faut taper un petit peu pour prendre de la couleur. Oh, plus fort que ça, il ne faut pas hésiter. Alors ça rebondit. Ça rebondit presque, puisqu'il y a de l'eau en dessous, qui va permettre d'avoir une pression équivalente sur toute la planche. Donc c'est bon. Oh là, oui, on y va. Donc il faut poser le point de repère à peu près là. Voilà. On va guider un peu, on va tricher. Voilà. Et après, il faut partir là-bas, il faut venir poser là-bas. Voilà. On va voir ce qu'on a réussi. Prendre un chevalet. Le chevalet. On amène le levier. Et on appuie fortement sur le levier, voilà. Une pression suffit, une forte pression, on retire le chevalet. Et ensuite on arrache la planche, c'est-à-dire qu'on retire la planche, allez-y, voilà. Suspense, voilà. Et on la repose dans le bac. Verdict, chef? Verdict, c'est pas mal du tout, hein. On est un tout petit peu décalé et on a le motif quasiment complet. Bravo. On dit toujours, hein, il faut à peu près 2 ans d'apprentissage. Disons, les anciens disaient 2 ans d'apprentissage avant d'imprimer vraiment des très beaux papiers peints panoramiques compliqués. Donc là, la difficulté, c'est qu'il va falloir superposer d'autres planches avec d'autres couleurs. Là, on est sur la première couleur. Il peut y en avoir jusqu'à 50 à 60 sur un rouleau de papier peint. C'est très proche de l'impression sur étoffe et finalement on n'est pas très loin de Vessarlin, de Mulhouse. Il y a un lien. C'est des techniques qui sont tout à fait parallèles, hein. Les entreprises étaient même en parallèle au début du 19e siècle. Et la grande différence, c'est que donc l'impression du papier peint, on imprime, on dépose une couleur sur le papier, alors que dans le textile, on va tenter de la faire s'imprégner dans le papier. C'est-à-dire qu'on va provoquer des réactions chimiques qui vont à la fois permettre à la couleur d'accrocher sur le tissu et de pouvoir aussi réagir et donner différentes couleurs à partir d'un même produit de départ. La création donc d'une entreprise de papier peint à Rixheim n'est pas le fruit du hasard, hein. On avait donc toute l'industrie textile depuis 1746 à Mulhouse et dans la région et on a créé cette entreprise de papier peint en parallèle en utilisant les dessinateurs, les imprimeurs que l'on pouvait débaucher des entreprises de textile. Ça fait quoi finalement de travailler dans le seul musée du papier peint au monde? Ça fait beaucoup de plaisir, hein, et beaucoup de travail aussi, puisqu'on se retrouve à être un des lieux de référence pour tout ce qui est papier peint dans le monde. On vous appelle des 4 coins. Nous recevons des images du Brésil, d'Australie, tout pays dans lesquels les Européens sont allés s'installer au 19e siècle et dans lesquels ils ont amené le papier peint. Les créateurs s'amusent vraiment, hein. Ils s'amusent avec le visiteur, avec l'habitant, parce qu'ils font du trompe-l'œil. Là, on a devant nous des draperies en trompe-l'œil. Ça coûte moins cher d'avoir un papier peint qui imite le tissu que d'avoir le tissu, forcément. Et ça permet, c'est plus facile à installer aussi, puisque là, on a
le tissu est déjà drapé avant d'être posé. On a juste à coller les laits sur le mur. C'est quelque chose que vous auriez pu mettre chez vous, ça? Il faut la pièce aussi, là, il faut la taille. Ça demandait quand même des espaces de très grande taille. Parce que bon, mettre 3 panneaux sur un mur, ça ne présente aucun intérêt. Il faut une pièce assez immense pour pouvoir avoir une dizaine de panneaux et aussi 4 ou 5 mètres sous plafond. Qui peut encore se permettre ça actuellement ? C'est quoi l'avenir du papier peint, à votre avis? L'avenir du papier peint, il est tout tracé. Hein. On est parti de la planche, on est allé vers les impressions mécaniques au 19e siècle, la sérigraphie est dans les années 70, et là on va vers le jet d'encre. C'est l'avenir, ça commence, ça s'améliore d'année en année, comme toutes ces technologies, et dans quelques années on pourra imprimer 1 rouleau, 2 rouleaux, 3 rouleaux à la demande. J'espère, je pense que ça va aller dans ce sens-là. Merci, à bientôt Philippe. Merci. Et si avant de retrouver Laurent pour la dernière recette de la semaine, je vous faisais découvrir ce magnifique bâtiment de la commanderie où se trouve la mairie de Rixheim, les ateliers de papier peint Zuber et le musée que maintenant vous connaissez, c'est Benoît qui nous sert de guide. Bonjour Benoît. Bonjour Je vous Caroline. embrasse. C'est Monsieur Histoire de Rixheim. Ce bâtiment, les Rixheimois le connaissent puisque c'est leur mairie. Les Alsaciens ne connaissent peut-être pas l'histoire de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui a été construit au XVIIIe siècle. Et le bâtiment, les Rixheimois l'appellent la commanderie parce que ça a été construit par un ordre de moines soldats qu'on appelle les chevaliers teutoniques. Et la mairie est installée depuis combien de temps? La mairie est installée dans ce bâtiment depuis septembre 1986. Ça fait pas très longtemps, effectivement. Avant, ce bâtiment a servi de commanderie, on vient de le dire, d'hôpital militaire pendant la Révolution française, de prison également, au moment de la Terreur, et à partir de 1797, de manufacture de papier. Ceux qui habitent Rixheim ont de la chance parce qu'ils peuvent se marier ici, c'est ça? C'est vrai, c'est la salle des mariages de la commune de Rixheim. Oui, c'est quand même assez joli. Hein. Tout à fait, c'est un cadre tout à fait exceptionnel que beaucoup de communes nous envient. Normalement, on accepte les mariages à partir du moment où une des personnes a un lien avec la commune. Certains essayent quand même de venir ici parce que le lieu est connu. Et c'est parfois difficile de faire la différence. Alors nous avons là le portrait de Philippe de Montjoie qui a fait construire ce bâtiment. Ces chevaliers teutoniques, c'était qui? Vous auriez pu être un chevalier teutonique? Je n'aurais jamais pu être un chevalier teutonique puisqu'il fallait faire preuve de quartier de noblesse, ce qui n'est de loin pas mon cas. Et c'était donc des gens issus essentiellement de la noblesse qui, en plus d'être chevaliers teutoniques, occupaient toute une série d'autres fonctions. La plupart étaient des militaires. Il n'a jamais vécu ici. C'est incroyable. C'était l'esprit de l'époque. On construisait un bâtiment qui devait montrer le rang, la place qu'on occupait dans la société de l'époque, sans que forcément ce bâtiment soit un lieu habité et utilisé. Dans cette commanderie, Benoît? C'est l'ancienneté des lieux, c'est l'âme que reflète ce bâtiment, c'est l'histoire qui est accrochée, hein. C'est d'un côté magique, un côté extraordinaire, c'est un bâtiment unique, c'est une maison de plaisance construite au XVIIIe siècle qui subsiste dans le Haut-Rhin. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ce parc est maintenant, il faut s'imaginer, du temps de la famille Zuber, c'était leur jardin. C'était leur parc d'agrément, c'était totalement privé. Aujourd'hui, ce parc est ouvert au public, heureusement. On peut venir le visiter, on peut venir s'y promener de mai à septembre, tous les dimanches après-midi. Prenez-en soin. On fera au maximum et ce bâtiment le mérite. Et vous venez le visiter. À bientôt, Benoît. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Construisez ou rénovez votre maison avec Tentu. Tentu, le bâtiment, c'est notre métier depuis 1983. Jean-Paul, je voulais vous
Caroline. Montrer mon petit coup de cœur de la semaine. Je trouve déjà très sympa d'avoir un potager fleuri. Oui. Vous êtes d'accord? Absolument, c'est une très bonne idée. Voilà. En plus, c'est utile pour le jardin, pour la production, mais c'est utile aussi pour les insectes, évidemment. Un bon moyen pour faire un potager fleuri, voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça chez Radis et Capucine. Je vous explique, Alors, il y a le principe oui. est simple, c'est que les petites graines à planter sont dans des buvards. Et pourquoi dans des buvards? Ben, elles sont déjà là par ligne, elles sont déjà bien distancées, donc on n'a pas besoin d'éclaircir. On posera simplement le papier biodégradable, on va le faire rapidement. On le posera, on le recouvre, vous arrosez, ça pousse. Comme dit, pas besoin d'enlever des plants parce que ce sera trop serré. Oui. C'est rigolo, c'était Et mon petit pourquoi coup de pas, cœur. oui, une petite idée aussi pour inciter les enfants à jardiner. Un bon moyen, parce que là, ils ont une bonne réussite. Hein. Ils vont pas se trouver avec un semis trop dru. Ça marche du premier coup. Et après, ils pourront faire des semis différents. Et devenir comme vous. Ou comme vous, Caroline, parce que vous prenez le chemin. Construisez ou rénovez votre maison avec Tentu. De retour chez Laurent pour la fin de cette émission qui va être placée sous le signe de la gastronomie. Une dorade au foin et aux cerises. Vous êtes fous. Complètement. Alors on a fait une petite dorade snackée avec un ragoût de cerise au gingembre et au foin. On fait revenir des oignons fans avec une petite julienne de poireaux avec du beurre. On ajoute un petit peu de gingembre, un petit jus de veau, ça va permettre de tirer le jus des cerises, ça va compoter un petit peu dedans. Et ensuite, je mets un jus de foin. Alors, mon jus de foin, c'est tout simplement du foin macéré dans de l'eau. On fait chauffer, on fait un bouillon de foin. Et une fois qu'on a fait ça, on rajoute du sucre et on le cuit à un certain degré au réfractomètre. Et une fois qu'on a fait tout ça, on grille la dorade, juste pour saisir la peau. On la pose délicatement sur du foin, un lit de foin, on la passe au four, à peu près 5 minutes. Ce que vous avez envie, c'est que les gens viennent chez vous et vous fassent confiance. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Faites-moi ce que vous voulez, Voilà. c'est votre rêve. Ça, c'est mon rêve. Finir en restauration comme ça, où il n'y a pas de carte, les gens viennent. C'est un rêve, mais c'est déjà facile, 30% de ma clientèle. On viendra pour d'autres cours. Avec grand plaisir. Vous savez que vous avez l'honneur de terminer la saison du côté d'ici. On souhaite bonnes vacances aux téléspectateurs. Bonnes vacances. L'émission, vous pouvez bien sûr la revoir sur le www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Très bonnes vacances à vous. Ciao.